Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Quelle lecture économique pouvons-nous faire de la migration? Une question à laquelle nous répondrons ce soir dans le débat. Mais avant, voici l'édito. Ce soir donc, nous allons tenter d'évaluer l'impact économique de la migration, l'un des plus grands défis de notre époque. Et évaluer son impact économique relève presque de la mission impossible, tant il repose sur des variables aussi non maîtrisables qu'imprévisibles. Pourtant, ce ne sont pas les études qui manquent des deux côtés de l'Atlantique. Mais leurs résultats sont aussi épars que les raisons de la migration elle-même. Du coup, aujourd'hui, je vous propose de couper cette poire en deux. Exposer l'avis des plus pessimistes à tendance populiste, voire d'extrême droite, ceux-là même qui voient dans l'immigré une sangsue vidant les caisses de l'État. Pour les autres, en revanche, le cliché selon lequel les immigrés vont occuper les emplois des populations résidentes, eh bien, ce cliché ne résiste pas à leurs études scientifiques existantes. Côté politique migratoire, le Royaume du Maroc est précurseur avec des campagnes de régularisation réussies. Mais qu'advient-il ensuite de ces migrants régularisés? Trouvent-ils cet emploi pour lequel ils ont quitté leur mère patrie, une formation au moins qui les y mène? Et c'est là où le bas blesse. Comme pour d'autres pays d'accueil, intégration et inclusion font souvent défaut. Et puisque nous sommes dans la sémantique, il peut y avoir nuance, parfois même amalgame. Le titre, ou le terme plutôt, migrant, selon l'ONU du moins, désigne toute personne qui a résidé dans un pays étranger pendant plus d'une année, quelles que soient les causes volontaires ou involontaires. Un immigrant est celui qui immigre dans un pays étranger au sien. Et puis, un réfugié, lui, se trouve hors de son pays d'origine pour fuir persécutions, conflits ou violences qui, en conséquence, exigent une protection internationale. Et c'est ici encore où le Maroc fait exception, puisqu'il a réussi à intégrer les réfugiés dans la société et non dans des camps, comme il se fait malheureusement dans les quatre coins de la planète. Et avant d'établir un coût ou un impact économique quelconque, n'oublions guère, et je cite là Sa Majesté le roi Mohamed VI dans son message adressé aux participants du pacte international des migrations à Marrakech. Je cite « Un migrant n'est pas plus ou moins humain d'un côté ou de l'autre d'une frontière ». Et aujourd'hui, pour ce débat de ce soir, j'ai le plaisir d'abord de retrouver une actrice associative justement qui travaille dans ce domaine de la migration. Kalima Mkika, bonsoir et bienvenue. Merci. Et puis pour représenter l'Institut royal des études stratégiques, la Arbi Mrabet, bonsoir. Bonsoir, bienvenue à vous aussi. Merci beaucoup. Je rappelle aussi que vous êtes ancien doyen de la faculté d'économie de Oujda. Abdou Diop, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes partenaire dans un cabinet de conseil. Bienvenue à vous aussi encore une fois sur le plateau d'Éco Départ. Et migrant aussi. Et migrant aussi. Alors, c'est bien de préciser. Alors, cela fait de l'actualité. Ça reste avant tout une question d'humanisme. Kalima Mkika, le pacte international pour l'immigration coïncide avec les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pourquoi, alors que 70 ans sont passés, cette question de la migration divise-t-elle encore aujourd'hui? Pourquoi cette question encore divise-t-elle? Parce que d'abord, ça dépend de comment on la prend. Aujourd'hui, les migrants sont des acteurs comme d'autres, sont des citoyens comme d'autres. C'est-à-dire, quand on quitte son pays, on ne le quitte pas des fois par choix, on le quitte par obligation. Donc, systématiquement, le fait que le monde a ratifié la Convention des droits de l'homme depuis 70 ans, aujourd'hui, on vient encore insister sur l'application de ces droits de l'homme. Et surtout, appliquer le droit à la dignité, le droit à une vie meilleure. Le droit, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se perde. Il faut que vite on passe à l'action, que ce pacte vient à point nommé pour qu'on voit la vie en face. Il faut rendre la justice à ces migrants, mais et comment? C'est les insérer comme... Ils sont des citoyens, comme les citoyens marocains. Voilà. Professeur Mrabet, il est vrai que ce pacte donc, a été acté à Marrakech. Beaucoup de réticences, voire même des voix qui se sont élevées contre, même si, n'est-ce pas, ce pacte n'est pas contraignant. 70 ans pour les droits de l'homme, ce que vient d'évoquer Madame Kika. Pourquoi aujourd'hui encore on s'érige contre justement ce droit à la dignité, ce droit à l'intégration, ce droit à la citoyenneté? Oui, malheureusement, les relations internationales sont régies d'abord par les intérêts.
c'est le rapport des forces. Et donc, il y a un combat, si vous voulez, comme dans toute chose, il y a une ambivalence. Il y a des gens qui veulent regarder uniquement des intérêts économiques, géostratégiques, tout ce que vous voulez, et puis des gens qui veulent, comme vous l'avez souligné, qui regardent le côté humain, pas seulement humanitaire, c'est beaucoup plus large, humain, et donc qui travaillent pour que tous les droits qui ont été proclamés dans la charte, pas uniquement dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais tout ce qui est venu après, et c'est vraiment beaucoup et très, très, très intéressant, mais qui rencontrent des obstacles dans la réalité, sur le terrain, à cause de l'autre aspect, celui de faire toujours avancer des intérêts, et en particulier économiques. Je reviendrai peut-être sur la question en parlant du développement. Et donc, même si vous avez un pacte qui n'est pas contraignant, il y a des gens qui ont peur de ce qu'on appelle des avancées, parce que le droit, quelquefois, ce n'est pas uniquement des conventions obligatoires, des dispositions juridiques qu'on doit appliquer, etc. Non, c'est aussi la soft law, c'est-à-dire vous énoncez un principe ou un droit ou n'importe quoi, et puis petit à petit, l'idée fait son chemin. Les gens l'intériorisent, quand je dis les gens, c'est-à-dire les États, les gouvernements, les associations, etc. Et donc, quand l'idée fait son chemin, elle devient contraignante de deux façons. Soit il y a une codification, c'est-à-dire qu'on fait une convention, soit elle devient une coutume, c'est-à-dire une norme coutumière, parce que les États ont commencé à la respecter, etc. Malheureusement, il y a un autre problème, c'est que depuis 40 ans, on a assisté à un véritable recul du droit en général, dans la plupart des pays, et un recul des droits, c'est-à-dire le droit civil, politique, économique, socio-culturel et les droits collectifs. Et donc, c'est pour ça qu'il y a toutes ces réticences. Et vous avez vu, les réticences viennent de pays comme les États-Unis, où il y a eu un monsieur Trump qui a été élu. Et puis dans d'autres pays où c'est l'extrême droite, dans d'autres pays, le Brésil, l'Europe, où il y a l'extrême droite, les populistes, de l'extrême droite et qui sont montés au pouvoir. Et donc, ils ont une vision très court-termiste et très restreinte des problèmes de l'homme. En parlant de cette vision restreinte, on a souvent tendance à oublier, Abdou Diop, que l'essentiel des mouvements ou des flux migratoires en Afrique se passe en Afrique même. Donc ne passe même pas, on va dire, la frontière du continent, si je puis me permettre le terme, vers l'Europe. Pourquoi aujourd'hui on insiste tant justement sur ce flux migratoire, sachant que l'essentiel se passe en Afrique ? Oui, tout à fait. Je pense que le débat est lié au populisme. Aujourd'hui, plus de 80% des migrations africaines sont intra-africaines. Il faut le rappeler, ça c'est important de le dire. Parce qu'on a tendance à toujours parler de cette frontière européenne que les migrants veulent traverser. Mais avant de traverser cette frontière européenne, il y a 80% des migrations intra-africaines qui s'établissent en Afrique et qui se portent très bien sur le continent. Donc ça c'est important. Mais je crois que effectivement, aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'il y a une hypocrisie. Autant on a envie de garder les migrants de qualité, on ne crache pas dessus, on fait des politiques pour les attirer. Tous les pays du monde attirent des migrants en misant sur la qualité. Ceux qui ont certains diplômes, on les naturalise tout de suite. Ceux qui sont chercheurs dans les... vous savez, aujourd'hui, à la NASA, chaque mois, il y a des naturalisés parce qu'ils ont une expertise à donner. Et quelquefois, on les naturalise avant même qu'ils viennent sur le sol américain. Parce qu'effectivement, on a besoin de leur expertise. On a besoin de gens qualifiés. Ces migrants-là, on n'en parle pas du tout et on les prend. Mais le populisme veut que... On dit plutôt immigrés que migrants.
Est-ce que cette terminologie, finalement, joue-t-elle un rôle? C'est même plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont des yeux bleus, on les appelle des expatriés, et ceux qui, malheureusement, ont une couleur un peu foncée, on les appelle des migrants ou des immigrés. C'est malheureux. La France ne va jamais se lever et dire j'ai tant de migrants à l'étranger. La France va dire j'ai tant d'expatriés, parce que pour eux, forcément, c'est plus valorisant. Et cette dichotomie, elle est liée au populisme, tout simplement. On a envie aujourd'hui de montrer qu'on prend le sujet à bras-le-corps, qu'on se bat contre cette immigration, entre guillemets, pour recueillir des voix. Mais d'un autre côté, on met en place des politiques pour en attirer, parce qu'on sait que certains sont d'un certain niveau et qui peuvent apporter beaucoup de choses à l'économie. Ça, c'est un premier. Un deuxième point aussi, c'est que, et ça, je pense que il faut le rappeler aussi, et le rôle des médias est très important, c'est que souvent, on parle beaucoup plus de cette immigration vers l'Europe et clandestine, plutôt que de parler de tous les flux migratoires à travers le monde, à travers le continent, et de qualité, et tout ce que les migrants apportent aux économies de différents pays, et même aux économies de leur pays. Et ça, bon, je pense qu'il y a une prise de conscience des médias de pouvoir, de changer la donne, et peut-être que, progressivement, on va avoir en tout cas une nouvelle lecture qui permettra un peu d'équilibrer. Parce que c'est vrai que chaque fois qu'on parle, on parle de cette migration vers les pays occidentaux, qui est minoritaire. Qui est minoritaire. Comment, selon vous, justement, l'évolution de cette catégorie de migrants a-t-elle été, sur ces 10, voire 20 dernières années? Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a une évolution des profils, justement, de migrants ces 10 à 20 dernières années? Je pense que ces dernières années... Aujourd'hui, on parle pardon, je vous interromps, de réfugiés climatiques, par exemple. C'est-à-dire, il y a clairement un changement de paradigme, voire même de nature de ces réfugiés et de ces migrants. Je pense qu'effectivement, il y a forcément des changements, particulièrement pour la partie climatique. Mais auparavant, que ce soit ceux qui migraient pour des raisons économiques, pour des raisons de guerre, ou parce qu'ils ont tout simplement un projet migratoire, et qu'un des droits fondamentaux de l'homme, c'est de pouvoir circuler librement, donc ils ont décidé de migrer. Moi, j'ai décidé de bouger parce que j'avais envie de bouger, je n'ai pas demandé l'avis de personne. Donc, ce qui change, c'est effectivement, il y a quelques migrations particulières qui évoluent, notamment cette migration climatique qui commence à être de plus en plus importante parce que on subit ces changements. Mais il y a aussi le phénomène des réseaux sociaux, de la médiatisation, qui fait que on en parle de plus en plus. Parce qu'aujourd'hui, on l'a vu, le poids des images de ces migrants qui meurent au bord des côtes, etc., ça se passe tout de suite, et dans l'heure qui suit, le monde entier a l'image. Donc je pense que l'impact des réseaux sociaux a transformé la donne et a fait qu'aujourd'hui, ça devient un enjeu mondial et populaire, parce que tout le monde a accès à cette information. Ça se passait avant, mais personne n'en... En tout cas, on en parlait, mais ça ne se diffusait pas aussi rapidement. Et le phénomène n'était pas aussi important qu'aujourd'hui. Karim Mkika, qu'en est-il du Maroc? Quelle est l'évolution aujourd'hui de la migration? Avant, bien sûr, le Maroc était une terre de transit et s'est transformé en terre d'accueil. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette évolution, ce changement que j'évoquais avec M. Diab? D'abord, il est vrai qu'aujourd'hui, le Maroc n'est plus une terre de transit. Il est devenu une terre d'accueil. D'ailleurs, une minorité qui passe. La majorité reste au Maroc et reste aussi en Afrique, comme je l'ai souligné à plusieurs reprises, et comme a dit mon collègue Diop, c'est 80% restent en Afrique. Aujourd'hui, le flux, il est beaucoup plus important du côté de la Libye, pas du côté du Maroc. Maintenant, c'est là le rôle des médias. On va véhiculer qu'une patera a été interceptée et tout, alors qu'il y en a beaucoup qui se passent de l'autre côté et qu'on ne médiatise pas. Donc la vraie question à laquelle on devrait vraiment répondre, qui gère ces flux migratoires, à qui profite, comment dirais-je, ce business? Parce que c'est quand même énormément d'argent pour qu'il arrive au Maroc. Nous, par rapport, nous, on reçoit les enfants de ces migrants. Et je peux vous dire, quand on a essayé d'un peu comprendre, il y a beaucoup de... C'est un argent. Parce que quand on a 5 000 € par personne pour faire toute la traversée, quand on est 4 ou 5,
c'est quand même 25 000 euros. Mais est-ce que cela, justement, est-ce que ça profite aux passeurs ou à d'autres réseaux beaucoup plus, peut-être internationaux ça profite à qui? Moi, je pense qu'il y a les deux. Hein, pour avoir travaillé, en tout cas pendant presque 7 ans, à la tête de l'association des ressortissants sénégalais au Maroc, et d'avoir vu, en tout cas pour le cas de la migration sénégalaise, on ne peut pas dire que c'est essentiellement des réseaux internationaux. Hein. Quelquefois, c'est des filières organisées de ressortissants de différents pays qui, à partir du Maroc et avec des relais en Mauritanie ou au Sénégal et en Espagne, organisent des filières. Après, bon, il y a des filières plus organisées au nord. Mais qu'est-ce que font les pays africains? Qu'est-ce que font les gouvernements africains par rapport à ce flux migratoire en Afrique? Aujourd'hui, les gouvernements africains ne sont pas toujours à même de juguler ce flux migratoire, parce que pour eux, c'est aussi entre guillemets, une bouffée d'oxygène. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans cette question de migrants. Aujourd'hui, il y a certains dirigeants africains qui préfèrent que 500 000 sortent du pays et aillent trouver vie meilleure ailleurs, plutôt qu'ils restent dans le pays et que... Non, mais ils ont la responsabilité de ces citoyens, Il y a une responsabilité, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Aujourd'hui, quand vous avez des politiciens qui, lors des campagnes électorales, promettent des visas aux gens, c'est-à-dire qu'ils sont en train de promettre de faire migrer des parties de population. Il y a une réalité, il y a une demande sociale qui est forte, et certains dirigeants ont cette incapacité à répondre à cette demande sociale. Donc forcément, cette ouverture migratoire, parce que si on voulait que les migrants ne sortent pas, ou en tout cas ceux qui sortent, aient réellement un projet migratoire structuré, on allait d'abord mettre en place des mécanismes de sensibilisation et mettre en place des mécanismes d'analyse à la sortie du territoire pour s'assurer que cette personne a bien un projet migratoire. Mais la personne qui sort du pays et qui a quelques petits euros en poche, qui n'a pas de destination précise, on sait bien qu'il est dans un flux migratoire, mais on le laisse sortir. Ça veut dire que déjà, on a cette absence de volonté de vraiment bloquer ce flux migratoire. Parce qu'on se dit que c'est une soupape qui va permettre de baisser la demande sociale au niveau du pays. Et aussi, moi je le dis souvent, il y a aussi une responsabilité dans cela des migrants. Parce que dans 80% des cas, lorsque vous avez, quand on parle de 5 000 euros pour sortir du pays, souvent les 5 000 euros sont financés par un frère migrant qui est ailleurs. Souvent, pourquoi ces gens-là veulent absolument sortir du pays? C'est qu'ils voient pendant les vacances certaines personnes venir et montrer un visage qui n'est pas la réalité de la migration. Et pourquoi ils veulent sortir? Parce qu'aussi, le frère ou le cousin qui est dans un autre pays et qui est en train de galérer ne vient pas expliquer sa galère pour dissuader les gens à migrer. Donc il y a un ensemble de mécanismes et surtout beaucoup d'hypocrisie sur toute la chaîne qui fait que, effectivement, en tout cas cette migration, mais encore une fois, qui est minoritaire, cette migration quasi illégale fait autant de bruit, fait autant de chou gras dans les médias, etc. Très bien. Alors, Larbi Mrabat, juste, peut-être vous avez envie de rebondir sur ce qui a été dit et aussi, quel est l'impact, n'est-ce pas, vu qu'on parle d'impact économique, quel est l'impact économique de ces migrants dans les pays d'accueil? Bien, je voudrais d'abord, si vous le permettez, parce que c'est un phénomène très très compliqué et qui est évolutif. Et quand je dis évolutif, il peut être involutif aussi, c'est-à-dire qu'il va dans pratiquement tous les sens. Il peut progresser, régresser, etc. Mais déjà, nous n'avons pas au plan mondial des statistiques 100% fiables. Alors, je rebondis sur l'histoire des 80% des migrants africains restent en Afrique. Les statistiques ne sont pas d'accord, ou les institutions qui produisent ces statistiques. Je vais vous donner un exemple. Le 80%, ce sont les académiciens, si je peux dire. Ce sont quelques chercheurs, peut-être quelques associations qui avancent ce pourcentage. L'Organisation internationale pour les migrations dit qu'ils sont 50%. La Banque mondiale dit qu'ils sont 60%.
Moi, j'ai calculé à partir des statistiques de la division de la population des Nations Unies. En 2017, ils étaient 53,9%. Donc, même pas 54%. Donc, le chiffre 80% est exagéré selon vous? C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à appréhender le phénomène dans sa globalité. Je vais vous dire un exemple. Un exemple, dans tous les pays de l'Afrique de l'Est, il y a ce qu'on appelle, ou ce qu'on appelait autrefois, le Somaliland, c'est-à-dire les gens qui s'estiment appartenir à un groupe socio-ethnique, etc., et qui se jouent des frontières étatiques. Et qu'on n'arrive pas à compter parce qu'on arrive, des fois, je vais vous dire autre chose, c'est que des fois, il y a certains pays, parce qu'ils sont des pays défaillants, comme on dit, failed states, ou parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont même pas de registres nationaux de la population, c'est-à-dire ils n'organisent pas de recensement de la population comme au Maroc ou dans d'autres pays. Et donc, ils n'arrivent même pas à savoir qui sont leurs citoyens. Et donc, les anthropologues, les sociologues qui sont sur le terrain, peut-être qu'ils extrapolent à partir de leur ère d'investigation, d'où ils ont tiré que les migrants sont 80%, à toute l'Afrique, ce qui n'est pas tout à fait juste, ce qui n'est pas juste pour le reste de l'Afrique. Et donc, voilà une raison. Donc, il faut relativiser. Il ne faut pas toujours galvauder le chiffre, parce que je sais que ça nous fait plaisir à nous, Africains. Ici rentre un peu l'aspect affectif et subjectif de la question migratoire. Et au-delà de l'hypocrisie, l'Europe fait face à une augmentation sensible de l'immigration. Quand on est de l'autre côté, on dit des immigrés. Oui. Et une augmentation de 25% sur une certaine période. Et dans cette augmentation, la représentation africaine est de 35, presque 36%. Évidemment, ça fait réagir les gens. Bien qu'au niveau global, tous les migrants ou tous les immigrés dans l'Union européenne ne constituent que 4% de la population. Mais il faut aussi comparer avec l'Afrique, parce qu'en Afrique, ça ne constitue pas 4%, c'est 1,8%. Et donc c'est beaucoup moins, parce qu'en Afrique, c'est 1,8%. En moyenne africaine. Oui, et au Maroc, autour de 0,3%. Exactement. Et donc, il faut comprendre aussi qu'il faut nous comprendre d'abord avec le plus d'objectivité possible et comprendre les autres, parce qu'eux, ils ne comprennent pas ce langage. Je dis, moi, mes statistiques me donnent ceci. C'est vrai qu'ils ont une politique pour attirer ce qu'ils appellent les talents et compétences, comme l'a dit Abdou, mais il y a tous les autres. D'ailleurs, l'avenir de la migration de faible qualification ou de non-qualification est sombre pour les Africains. Ils ne trouveront pas à être employés là-bas, puisque de toute façon... Mais est-ce qu'il n'y a pas justement des emplois, puisque vous évoquez cette question d'employabilité, est-ce qu'il n'y a pas souvent dans des études justement, dont celle-ci de l'OCDE par exemple, sur cette question de la migration et plus largement sur le développement économique en Afrique, il y a cette question de l'emploi, il y a cette question de ces emplois qui ne sont plus pratiqués par les résidents et qui n'ont pas besoin de qualification. C'était un peu le cas aussi des Nord-Africains en Europe dans les années 50, 60. Parfaitement, je vais y arriver. D'abord, la migration africaine vers le reste du monde a augmenté depuis 1990. Oui. Elle était de 65% et n'est plus de 53%. Ce qui veut dire que les Africains veulent de plus en plus aller ailleurs, hors d'Afrique. Donc, c'est juste pour relativiser. Ça, c'est une donnée. Ensuite, il y a ce phénomène de volatilité, c'est-à-dire, Mme Kika parlait de la route à partir de la Libye, mais ce n'est pas une route stable. Aujourd'hui, depuis 2017, il y a un retour vers la route à partir du Maroc. Et c'est vrai, tous ces migrants viennent de Tamanrasset d'abord. Leur point de regroupement, aujourd'hui, c'est Tamanrasset. Donc, pour dire simplement que ça change. Et au sein de l'Afrique,
le taux d'emploi, pour plus que l'employabilité, donc j'ai là ce qui est effectif. Vous avez dans des pays africains un taux d'emploi très faible, qui ne dépasse pas les 10-20%, alors qu'en Afrique du Nord, notamment au Maroc, il est de 70%. C'est-à-dire que vous avez 70% des migrants africains qui sont employés effectivement au Maroc. C'est quelque chose... En Afrique du Nord, c'est un record. Il ne dépassait que par la Libye, quand la Libye n'avait pas cette crise, parce que la Libye est faiblement peuplée, parce qu'il y a le pétrole et le gaz, etc. etc. Mais chacun selon ses moyens. Mais je parle de cet horizon. C'est-à-dire, il y a une propension à migrer vers l'Europe, parce que l'Union européenne, c'est le plus proche, etc. Ça a des avantages sociaux. Etc. etc. Oui. Et là, il faut que les Africains sachent qu'il n'y a pas de perspective brillante. Pourquoi ? Parce que la révolution des savoirs fait que la robotisation aujourd'hui fait disparaître 20 métiers tout de suite et 45 métiers à l'horizon 2035. De métiers qui n'ont pas besoin de qualification. Très bien, professeur. Messieurs, dames, je vous propose de continuer le débat ou cette discussion juste après cette courte pause de pub. Merci de rester avec nous. À tout de suite. Bonsoir et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous regardez Éco-Débat, consacré ce soir à cette question économique de la migration. Alors, Karim Mkika, quelle est aujourd'hui la contribution du migrant au développement économique et socio-économique du Maroc ? D'abord, la contribution, elle est très positive, que ce soit au Maroc, que ce soit au pays d'origine. Parce qu'il y a quand même beaucoup de transferts d'argent qu'il renvoie à son pays. Et il y a aussi cette richesse. Bon, quand je vois Diop, pour moi, c'est un exemple de richesse. Et il y en a beaucoup de Diop qui ont réussi au Maroc. Et sincèrement, au niveau culturel, il y a un partage. Il y a des métiers aujourd'hui, par exemple, au niveau des centres d'appel, la majorité, ce sont des migrants. Par exemple, au niveau des hôtels, on voit beaucoup de... Les services. C'est les secteurs des services qui en profitent le plus, selon vous ? Le plus, il y a aussi les activités génératrices de revenus. Quand on voit tous ces beaux tissus... moi, je suis de Marrakech en tant que Marrakchi. Vraiment, ils apportent de belles choses. Il y a une interculturalité, il y a plein de choses qu'on peut maintenant acheter au Maroc, qu'on ne trouvait pas avant. Il fallait se déplacer au Sénégal ou au Côte d'Ivoire pour acheter de beaux tissus. Il y a plein de choses quand même. Très bien. Abdou Diop, je sais que vous vouliez répondre ou peut-être rebondir sur les chiffres qui ont été avancés par professeur Marabt. On parle aujourd'hui, en tout cas l'OCDE, de la moitié des apports de capitaux privés en Afrique, en 2016 en tout cas, pourraient servir à l'avenir à garantir des prêts internationaux. Comment cela ? Oui, je vais juste rebondir sur les chiffres et venir. Sur les chiffres, parce que ceux qui me connaissent savent que toutes ces données qu'on publie, c'est bien beau. Moi, j'aime bien avoir les chiffres du terrain. C'est la meilleure pratique, même si les données ne sont pas souvent fiables. C'est vrai, on dit que l'Europe reçoit 4% de sa population, ce sont des immigrés. En Afrique, c'est 1,8%. Sauf qu'à la différence, c'est qu'en Afrique, tous les pays ne sont pas des pays de destination. Vous avez quelques pays de destination. Et aujourd'hui, quand en Côte d'Ivoire, vous avez 2 millions de migrants dans la population, dont 1,2 million de Burkinabés, c'est une réalité de chiffres. Donc, Côte d'Ivoire, Sénégal, Gabon, Maroc, vous avez des pays, vous avez une dizaine de pays réceptacles de migrants. Donc, 1,8% globalement, mais il y a des pays qui sont à plus de 20% de migrants. Quand vous allez au Gabon, vous avez plus de 20%. Donc, il faut relativiser. C'est estimation éparse. Deuxième élément, c'est que quand on dit 80% de la migration africaine et intra-africaine, les chiffres sont variables. C'est vrai que les pays de l'Afrique du Nord sont moins producteurs de migrants à l'intérieur du continent. Mais globalement, aujourd'hui, quand on regarde juste les recensements, vous avez certains pays qui ont, lors des élections, qui font participer leurs ressortissants à l'étranger, notamment la Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Et sur tous les fichiers électoraux, vous avez plus de 80% du fichier électoral des ressortissants à l'étranger qui sont des migrants à l'intérieur de l'Afrique. Donc c'est pour ça que je dis, aujourd'hui,
les chiffres, il faut les relativiser. Et d'autant plus qu'effectivement, vous avez des régions où la migration interne, par exemple dans la région de la CEDEAO, où les gens ont une libre circulation et un libre établissement, les chiffres de la migration ne traduisent pas toujours la vraie réalité, parce qu'un Sénégalais peut aller au Nigeria s'installer sans avoir à se poser la question est-ce qu'il a passé une frontière, est-ce qu'il est recensé ou non. Cette libre circulation fait que, effectivement, la migration est très importante, notamment les migrations frontalières. Juste pour relativiser. Mais pour revenir aux aspects économiques, effectivement, Karim a parlé des transferts. Aujourd'hui, les transferts de migrants, s'ils sont canalisés, utilisés à bon escient, peuvent être... Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que on commence uniquement à prendre conscience du chiffre et de l'impact que ça peut avoir sur le développement. Aujourd'hui, il y a des pays qui commencent à structurer des fonds d'investissement de la migration. Aujourd'hui, vous avez des pays qui ont émis des diaspora bonds, qui, au lieu d'émettre des eurobonds ou des obligations sur les marchés financiers, ont émis des diaspora bonds qui ont été souscrits par la diaspora. Donc pour dire, je veux financer mon plan de développement, je l'émets à la destination des migrants, et c'est les migrants qui m'achètent ces bons et qui financent mon plan de développement. Vous avez le Kenya, vous avez aujourd'hui les Comores, vous avez un certain nombre de pays qui sont en train de structurer progressivement des diaspora bonds. Vous avez le Sénégal qui vient de lancer un fonds d'investissement de la diaspora. C'est quoi? C'est un fonds d'investissement qui est financé par la diaspora et avec une contribution de l'État et qui, ensemble, vont financer des PME. Est-ce que cette diaspora, elle a son mot à dire dans les politiques publiques de ces pays-là? Est-ce que la diaspora de ces immigrés, justement, est-ce qu'ils ont leur mot à dire dans les politiques publiques de leur pays? Certains ont compris. Aujourd'hui, par exemple, dans le Parlement sénégalais, il y a 15 députés qui sont élus de la diaspora par la diaspora et qui ont leur mot à dire au Parlement. Donc, on a une prise de conscience. Et pour dire aussi que la contribution, elle n'est pas qu'uniquement des transferts. Parce que c'est vrai que souvent, on se focalise sur les transferts parce que c'est beaucoup d'argent qui circule. Mais après, on l'a dit, leur contribution à l'économie, c'est vrai qu'aujourd'hui, le plan émergence a un levier qui est les services. Et ces services, notamment les centres d'appel, aujourd'hui, vous avez des centres d'appel qui, pour certains, sont à plus de 60%, 70% composés de migrants. Mais pas uniquement. Quand on a eu le boom de l'immobilier au Maroc, vous n'aviez plus de main-d'œuvre sur le marché. On a pris beaucoup de migrants qu'on a convertis dans les métiers du bâtiment. Et ils ont beaucoup aidé. Aujourd'hui, quand on va à Inzgan, on a 25 000 Sénégalais qui sont dans les fermes agricoles marocaines. On ne les voit nulle part. Ils n'ont pas de problème de... Mais est-ce qu'ils ont un permis de travail? Parce que ils ont tout. Ils sont régularisés. Ils sont réguliers. Ils ont les réguliers plutôt. Ils prennent la route chaque fois qu'il y a des fêtes religieuses, ce truc, pour retourner au Sénégal. Ils ne se rapprochent même pas de Casa. Personne ne les entend. Et ils sont en train de produire dans les fermes agricoles. Autre élément très important. Aujourd'hui, quand on voit les mangues chez Moulka Rossa, partout dans le Maroc, derrière, c'est aussi une contribution des migrants. C'est qu'à un moment, le migrant, il joue aussi un rôle important dans le développement du commerce entre le pays d'accueil et le pays de résidence. Aujourd'hui, combien de migrants envoient des babous, des djellabas, des produits vers leur pays? Et combien de migrants ramènent des mangues ou d'autres produits? C'est vraiment un pont économique très fort entre les pays. Parce que, effectivement, le migrant a cette capacité d'avoir cette biculturalité qui lui permet de comprendre. Est-ce qu'on a un chiffre sur la moyenne? Est-ce qu'on a un chiffre sur la moyenne de la contribution? Est-ce qu'il y a une contribution fiscale? Qu'en est-il, par exemple, de ce qu'il consomme? Il y a forcément une contribution fiscale. Moi, je vois ce que je paye comme impôt. Bon, je sais que je contribue beaucoup. Est-ce qu'on a une moyenne? Non. Malheureusement, on n'a pas de chiffres, on n'a pas de données. Je veux dire, après, au professeur Mrabet parler des données, mais la problématique de la migration, elle est celle-là. C'est que les données, elles sont toujours... Vous avez une partie, même quand on parle de transfert, vous avez une partie qui est réseau officiel, mais vous avez une grosse partie qui passe par le réseau informel. Donc la grosse problématique de la migration aujourd'hui, c'est les données. Et un dernier point sur lequel je vais parler qui est extrêmement important, c'est on ne parle pas suffisamment aussi du brain gain. Aujourd'hui, toute l'expertise que les pays partagent grâce à la migration. Moi, je vois mon cas aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe au Maroc et comment
je peux apporter de l'expertise au Sénégal. Une bonne partie de mon activité est basée sur ça. C'est de voir tout ce que nous avons fait au Maroc sur les plans de développement sectoriel et de pouvoir proposer une adaptation de ces éléments qui sont adaptables au Sénégal parce que l'expertise marocaine, l'expérience marocaine... Vous comptez rentrer ? C'est pas à l'ordre du jour, mais en tout cas, comme je dis encore, la migration, l'objectif d'un projet migratoire n'est pas toujours de rentrer. Mais ce qui est important, c'est comment ce migrant peut apporter de l'expertise à son pays. Et c'est là où il faut, et c'est là où je pousse souvent nos dirigeants à avoir cette politique, d'intégrer ce brain gain dans les politiques publiques, c'est de dire, aujourd'hui, on a de l'expertise partout, et c'est valable pour le Maroc. Mais aujourd'hui, on a de l'expertise aussi les gens pour rentrer. Oui, rentrer un jour. Chacun a un projet un jour de retour, de quelle nature qu'il se soit. Le moment venu, on en parlera certainement. Avec grand plaisir. Il faut toute une émission pour cela. Avec grand plaisir, Abdou Diop. Alors, professeur Mrab, donc il y a cette question d'apport, n'est-ce pas, économique. Et aussi, donc on a parlé de cette question d'informel, parce que finalement, on parle du Maroc. Le Maroc a ses spécificités, sa réalité aussi, pauvreté, chômage. On a des métiers qui sont aujourd'hui pris par des ressortissants d'autres pays. Comment, selon vous, le Maroc profite-t-il de cette manne de migrants qui viennent s'y installer ? Bien, avant d'arriver au Maroc, je voudrais... Bon, il y a deux points. Le Maroc s'insère dans le deuxième, concernant l'apport au développement. Mais les données sont fondamentales. M. Diop a raison de souligner l'intérêt des chiffres sur le terrain. Et je le tranquillise, il y a des enquêtes de terrain, sur le terrain, dont beaucoup de gens se sont occupés. Et donc les chiffres que j'avance ici sont aussi des chiffres à partir du terrain. D'accord ? Et là, les migrants, comme je disais tout à l'heure, bien sûr, ça dépend d'un pays à l'autre. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour le taux d'emploi. Évidemment, la libre circulation est comptée, c'est une forme de migration. Elle est prise en compte. Je vous donne un exemple. Quand on dit, en 2017, il y a eu 6 millions, quelque chose de migration à l'intérieur de la CEDEAO, c'est la libre circulation principalement. La migration d'une communauté économique régionale à une autre est vraiment infime. Elle est vraiment très, très, très infime. Et donc, que représentent les 6 millions, disons 7 millions de migrants à l'intérieur de la CEDEAO dans 372 millions d'habitants? C'est peu, ce n'est pas les 4% qu'il y a en Europe. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours comparer. Comparaison n'est pas raison, mais il faut toujours comparer pour avoir une mesure plus juste, disons pas tout à fait juste, mais plus juste du phénomène. Et donc on arrive c'est juste pour clarifier que sans les données, on ne peut pas faire ni de déduction juste, ni de projection. C'est sûr. Donc il faut déjà partir sur cette base, et puis on complète. Quand on dit qu'il y a une faille, moi j'ai trouvé des failles dans les statistiques de la division de la population. Il y a certains créneaux auxquels on ne s'intéresse pas du tout, qui sont importants, déterminants pour les Africains. Mais il faudra une autre étude pour montrer ça. Et qui va s'en charger, etc., pour que les Africains s'approprient un peu le phénomène migratoire. Mais, professeur Mrab, l'IRES, que vous représentez, oui, l'Institut royal des études stratégiques, a conduit une étude. Oui, c'est de celle-là que je parle. Alors, dont le titre est Acte de la rencontre internationale, la question migratoire en Afrique, enjeux, défis et stratégies. C'est celle-là que vous évoquez. L'Institut royal des études stratégiques s'intéresse à la migration. Il a fait cette rencontre le 9 janvier, mais il y a une autre étude qu'il a eu la gentillesse de me confier, qui vient d'être
terminée. Elle va être juste un peu finalisée. Elle sera sur le site de l'Institut. Mais qui consulte ces études? Est-ce que ces études-là, vous vouliez poser cette question? J'allais poser cette Beaucoup question. de monde. Elle est libre, elle est Est-ce gratuite. qu'elle est soumise, par exemple, à des gouvernements? Parce que, par exemple, parmi les questions, je vais citer parmi les questions qui ont été traitées, n'est-ce pas, dans cette étude de l'IRES, il y a les dispositifs mis en place au sein des pays de la CEDEAO dans un cadre au contexte de libre circulation des personnes. Il y a la qualification des migrants à l'étranger. Il y a cette question de CEDEAO et l'impact aussi de la crise migratoire, ou en tout cas de la crise économique sur cette crise migratoire. Finalement, ces études-là, elles ont coûté d'abord un effort, n'est-ce pas, de l'argent, mais est-ce qu'elles servent justement à ces gouvernements, peut-être celui du Maroc, mais aussi de sa sous-région? Je voudrais souligner d'abord que ce sont des études qui associent tous les Africains et non pas seulement les Marocains. L'étude de la rencontre que vous citez là a eu la participation de beaucoup de gens, d'experts et de chercheurs de différents pays africains, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc., etc., y compris de l'Afrique de l'Est, d'Éthiopie. Et donc, on a vu ce que c'est que la migration africaine, aussi bien intra-africaine qu'africaine, vers le reste du monde. Et donc, à partir de là, un autre thème s'est dégagé pour la migration africaine, mais axé principalement sur la migration intra-africaine. C'est celle que j'ai conduite et qui est terminée, qui sera aussi, comme l'autre, sur le site. Mais vous savez, les gouvernements, je prends un exemple, là, je ne veux pas lancer la pierre à notre ministère chargé de la migration. Vous pouvez, hein? Non, parce que je ne sais pas, je ne jette pas la pierre parce que je ne sais pas ce qu'il fait exactement, je sais ce qu'il fait en général. Ça en dit long en tout cas, si vous ne savez pas vous ce qu'il fait, sachant que vous travaillez directement. En général, je dis en général, mais je ne suis pas là pour savoir s'il va lui-même consulter le site de l'IRES ou s'il s'adresse directement à l'IRES, etc. Mais je suppose qu'il le fait, et pas seulement lui, d'autres ministères, parce que la migration est transversale. Elle intéresse pratiquement tout le monde. Je vais donner un exemple. On est en train de parler entre guillemets, des immigrés, surtout des autres pays africains frères, au Maroc. Eh bien, il y a une enquête qui a été conduite il y a quelques années, ça je l'ai cité dans une autre étude que j'ai faite pour moi. C'est un livre qui est sorti en 2017 qui s'appelle « L'Union européenne, le Maroc et l'immigration irrégulière africaine », qui dit par exemple qu'en Afrique du Nord, on est, après l'Afrique australe, la région qui, non pas rejette, mais qui admet le moins l'immigration. C'est révélateur. Il faut que d'autres ministères au Maroc, comme le ministère de l'Éducation nationale, comme les associations, comme le ministère du Travail, etc., s'attellent à expliquer, à éduquer, entre guillemets, la population marocaine pour qu'il y ait un vivre ensemble. Pour préparer. Excusez-moi, j'ai dit la société civile. Il nous reste une dizaine de minutes. D'accord, mais j'aurais vite fini. Et aussi que les migrants, ceux qui viennent au Maroc, soient aussi mis face à un effort, soient aussi, entre guillemets, éduqués ou conscientisés au vivre ensemble, pour qu'il n'y ait pas... Parce que c'est une richesse, vous savez. Donc, alors, si vous voulez que je continue sur l'apport au développement en 2 minutes. On y revient et peut-être qu'on va un peu synthétiser, n'est-ce pas, le reste des interventions. Alors, quel est le rôle aujourd'hui? Quel rôle aujourd'hui joue la société civile? Est-il suffisant déjà? Êtes-vous assez impliqué dans la structuration, n'est-ce pas, de cette politique migratoire lancée, je le rappelle, en 2013 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ou pas? D'abord, le rôle de la société civile, c'est de faire du plaidoyer, d'interpeller les politiques publiques et tout. Est-ce qu'on est assez associé? Oui. Celles qui travaillent directement avec les migrants, oui. Malheureusement, pour faire une politique publique ou une stratégie, il faut tisser large. Parce que nous, en tant qu'ONG, quand nous recevons des enfants de migrants dont les parents sont partis et qu'ils ont abandonné leurs enfants,
au début, nous étions livrés à nous-mêmes. Sincèrement. C'est-à-dire, et puis, il y a le problème de la langue. Quand un enfant arrive qui ne parle ni le marocain ni le français, comment allons-nous s'occuper de... Et puis, on n'a pas envie de faire de l'assistanat non plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui... Parce que ce ne sont pas des réfugiés. Il faut juste rappeler qu'il y a cette nuance. Les réfugiés sont pris en charge par le HCR, mais pas les migrants. Mais même au niveau du HCR, quand il y a un réfugié, il n'y a pas de structure, parce que nous, on n'encourage pas des centres d'accueil. Nous, on ne veut pas non plus les ghettoiser, ni les enfants, ni des camps. Aujourd'hui, le rôle de la société civile, c'est de travailler vers un retour vers la famille, de trouver ce lien, de ne pas l'interrompre, parce qu'on ne peut pas abandonner comme ça un enfant et le livrer à lui-même. Aujourd'hui, c'est comment... Et la majorité des parents, peut-être qu'ils sont déjà passés de l'autre côté. Des fois, on est liés, on n'a pas les moyens humains pour pouvoir faire un suivi. Parce qu'aujourd'hui, comme a dit Sa Majesté dans tous ses discours, c'est très beau les études, c'est très beau ce qui se fait, mais il faut qu'on passe à l'action. L'enfant d'aujourd'hui qui est migrant, le temps qu'on comprenne, qu'on puisse travailler entre nous, que nos politiques publiques convergent et tout, il sera un jeune de 18 ans, qu'est-ce qu'on lui prépare ? Et comment éviter peut-être le piège dans lequel sont tombés beaucoup de pays européens face à ce phénomène de la migration? Et justement, il ne faut pas les exclure. Il ne faut pas non plus que le Maroc joue le rôle du gendarme. C'est pour ça qu'il faut qu'on travaille en amont, en prévention. Et en prévention, vous avez parlé de précarité. La précarité, aujourd'hui, elle est mondiale. Même en Europe, il y a de la précarité. Naturellement. Maintenant, elle est un peu plus visible chez nous. Et il y a tellement de choses. Il faut qu'on crée de l'emploi. Et le Maroc l'a bien fait quand même. Tout à l'heure, j'ai entendu Diop parler de cette création d'emplois, que ce soit au niveau du bâtiment, que ce soit au niveau bancaire, que ce soit énorme. Mais non, c'est comment autonomiser ces familles pour qu'elles ne pensent pas à migrer. Parce que c'est triste quand on quitte son pays, sa culture, sa maison, sa famille. Et c'est plus douloureux quand on doit passer de l'autre côté et sont ses enfants. Et c'est là, en tant qu'ONG et en tant qu'association qui accueille des enfants, où je lance un appel Est-ce que le Maroc aujourd'hui sous-traite pour l'Union européenne cette question migratoire? Non, elle ne la sous-traite pas. Le Maroc est souverain. Nous avons toujours... Il y a des centaines, il y a un peu plus de 100 millions d'euros qui ont été débloqués en faveur du Maroc pour la gestion justement des flux migratoires. Est-ce qu'aujourd'hui nous ne jouons pas le rôle de sous-traitant? Moi, je n'ai pas vent par rapport à ces sommes. J'en ai entendu parler, mais je crois que c'est... Diop, vous en avez entendu parler, certainement. Il y a de l'argent qui est donné pour aider à gérer ces flux migratoires, mais on ne peut pas dire que le Maroc joue son rôle de sous-traitant. Le Maroc a une vraie politique destinée à gérer ces flux migratoires. Le Maroc, s'il jouait le rôle de sous-traitant, il n'aurait pas régularisé, il aurait lui aussi refoulé, ou en tout cas mis des barrières énormes aux frontières, et on sait que ce n'est pas le cas. Et aussi, c'est important de le dire, pour la première fois, on a eu, avec ce grand sommet, ce pacte, un agenda de la migration fait par les Africains pour gérer la migration africaine. Auparavant, on était sur des agendas qui étaient dictés par des... Puisque vous parlez d'agenda, comment transformer cette orientation de concept d'émigration un concept de gagnant-gagnant? On parle de ces pays africains. Justement, gagnant-gagnant, c'est de vraiment mettre en place une politique dynamique d'intégration, de gestion migratoire. Aujourd'hui, on a eu les régularisations. Les régularisations ont permis à ces jeunes d'intégrer les centres d'appel. Si ce n'était pas la régularisation qui leur avait donné la carte de séjour, beaucoup d'entre eux n'auraient pas intégré les centres d'appel. Nous, on a beaucoup de Sénégalais qui étaient en situation, qui pouvaient travailler, mais qui n'avaient pas la possibilité parce qu'ils n'avaient pas cette carte de séjour. Et grâce à la carte de séjour, ils ont eu un emploi, ils ont pu intégrer les centres d'appel et par la suite renouveler leur carte de séjour. Donc, c'est ce genre de politique. Et juste toujours pour aller dans le sens, mais pour parler des associations, aujourd'hui, la société civile travaille énormément pour l'intégration des migrants, l'assistance aux migrants, effectivement pour les enfants, votre association, Kirikou, il y a un certain nombre. Mais là où il y a beaucoup de choses à faire, c'est dans la sensibilisation des populations marocaines sur le fait qu'on n'est plus dans de la migration transitoire, on n'est plus dans du transit, on est dans de l'accueil, dans de l'intégration. Et ça, c'est extrêmement important. Et
non seulement c'est important, mais en plus, il faut que les médias aussi, encore une fois, jouent un rôle. On vient de nous confier une étude très importante qu'on a menée pour un grand groupe mondial. Ce grand groupe mondial, dans le cadre de la politique africaine du Maroc, était en train de décider de où est-ce qu'elle allait mettre son hub africain, avec plusieurs pays. Quand elle a parlé, le groupe a parlé du Maroc à ses dirigeants, des pays d'Afrique subsaharienne, certains ont montré beaucoup de réticence. Pourquoi? Parce que pour eux, au Maroc, on accueillait les migrants étrangers comme les vidéos qu'ils ont vues en Libye ou dans d'autres pays. Il y a eu un amalgame et ils ont eu... des informations. Donc on a fait une étude, on a pris un panel, et on a pris un panel de 250 dirigeants originaires d'Afrique subsaharienne qui sont au Maroc. Donc juste pour dire qu'on parle beaucoup de migration, on oublie ces hauts cadres. Et finalement, c'est grâce à cette étude que les gens se sont dit finalement, effectivement... Bon, ils viennent ou pas finalement? Non, ils viennent. Okay, ils viennent super. et s'installent à Casafilm City. Donc c'est pour dire qu'il une dernière recommandation y a un rôle important à jouer par les médias et il y a un rôle important à jouer pour la société civile pour sensibiliser sur l'intégration. C'est essentiel. Très importante. Un dernier mot, professeur Mrabeton. Quelques secondes. Oui, d'accord. En recommandation. Pour rebondir, c'est pour ça qu'il y a eu la stratégie nationale d'immigration et d'asile pour les réfugiés et la nouvelle politique marocaine d'immigration. La recommandation aujourd'hui, c'est que d'abord, et ce n'est pas de moi, c'est un besoin qui a été exprimé par différents acteurs officiels, gouvernement, de tout ce que vous voulez, c'est qu'on a encore besoin de mieux connaître le phénomène. Et donc, il y a encore beaucoup de travail à faire sur le plan des données, statistiques et autres, toute information. Deuxième chose, c'est qu'il faut mettre aujourd'hui l'accent sur comment faire que les migrants soient des acteurs du développement, ce qui n'est pas le cas toujours et ce qui n'est pas encore l'optimum qu'on voudrait, aussi bien pour le Maroc que pour toute l'Afrique. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, on vient d'en parler, c'est que tout le monde fasse des efforts sur lui-même d'abord, parce que des fois c'est dans la tête, pour comprendre que la migration, c'est une source de richesse et qu'on est complémentaires et qu'on ne doit rejeter l'autre sur aucune base, ni sociale, ni ethnique, ni de richesse, ni quoi que ce soit. Donc l'impact est là, que ce soit pour le moyen ou le long terme. Merci beaucoup. Il faudra l'étudier aussi et en tirer les leçons pour l'Afrique, pas forcément pour l'Europe. Larbi Mrabt, Abdou Diop et Kalima Mkika, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation d'Eco-Débat et d'avoir enrichi ce débat ce soir sur la migration. Merci à tous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Eco-Débat. Très bonne soirée à tous.